Avec nos applications, nous créons beaucoup de data. Bien exploitées, elles nous permettent d'en apprendre beaucoup sur nos utilisateurs. Mais il est trop souvent oublié que nos applications elles-mêmes créent beaucoup de data et des données extrêmement riches qui plus est. Les logs sont une source formidable de compréhension de ce qui fonctionne ou pas dans une application. Bien étudié, cela permet même d'identifier ce que les utilisateurs font ou ne font pas. Mais alors, comment bien étudier ce flot d'informations? Qu'est-ce qui relève des ops ou des devs? Et surtout, que faut-il loguer? Pour répondre à ces questions d'observation, je ne reçois pas Sherlock Holmes, mais il s'y connaît en regard à la loupe. Stéphane, bonjour. Bonjour Vanessa. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Eh ben ça marche. Alors Stéphane Estevez, je bosse chez Splunk en fait. Donc je m'occupe de tout ce qui est marketing produit autour de l'observabilité. Voilà, avant de rejoindre Splunk, en fait, j'ai passé toute ma vie dans les data centers, plutôt sur la partie Ops. Donc à monter des offres cloud, infrastructure as a service chez différents telcos. Voilà, donc plutôt un background de data center, on va dire, dans lequel les logs, c'était un peu notre pain quotidien. Bien que j'ai quand même redécouvert le potentiel des logs en rejoignant Splunk. Et puis surtout, il n'y a pas que les logs, mais le fait, les traces, les métriques, enfin tout ce qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe et savoir quelle est l'expérience utilisateur finale. Oui, parce que moi je parle des logs, mais en fait les logs, c'est une petite partie de ce qu'on appelle l'observabilité. Tu peux nous faire un portrait rapide de tout ce qu'on englobe dans l'observabilité aujourd'hui? Alors ça va être un sacré challenge parce qu'aujourd'hui, si on demande à 4 personnes, on a 12 réponses différentes. Donc mais juste un petit historique quand même. L'observabilité, c'est on va dire une tendance qui est née il y a peut-être 3-4 ans dans le monde du DevOps, essentiellement aux US. Et se sont inspirés en fait d'une pratique qui se fait dans le monde industriel, du contrôle théorie, qui elle est bien normée, qui est en fait essayer de comprendre l'état d'un système en regardant ce qui rentre et ce qui sort. Et c'est un peu cette approche boîte noire. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un peu de télémétrie intérieure pour mieux comprendre le système. Donc, c'est un peu un abus de langage. On a pris l'observabilité. Maintenant, c'est devenu une grosse tendance. Alors moi personnellement, je suis désolé, je suis pas un analyste, mais pour moi, c'est une grosse évolution du monitoring. Je suis désolé si c'est pas mais c'est un peu la réalité. Par contre, ce qui est intéressant en fait, c'est que ce phénomène d'observabilité, moi, je le définis surtout par la recherche des inconnus. C'est-à-dire que aujourd'hui, la grosse problématique, c'est que quand on met en place un système, on sort une nouvelle appli, on le met sur une nouvelle infra, on va commencer à essayer de comprendre comment elle fonctionne à partir de ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Donc, on va superviser le CPU, les transactions utilisateurs, enfin les trucs classiques que l'on connaît. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on code différemment, on est sur des nouvelles infras, donc on parle de microservices, on parle de serverless, etc. Ça fonctionne plus de la même manière. Et en fait, essayer de reprendre les mêmes habitudes, en fait, on a énormément d'inconnus. Et finalement, on se rend compte qu'il nous manque énormément de data et on ne comprend pas ce qui se passe. Et l'observabilité, plutôt que d'essayer de la définir, c'est plus de comprendre l'état d'esprit. C'est vraiment d'aller chercher ces inconnus. Et moi, j'utilise souvent le biais, cette espèce d'erreur de logique que l'on fait tous, qui est le biais du survivant. Ouais. Le biais du survivant, je sais pas si je vois que donc tu le connais Mais déjà. vas-y, arrête. Mais c'est souvent utilisé dans le monde militaire, mais dans d'autres applications. En fait, l'anecdote, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, les ingénieurs travaillaient sur les avions et essayaient de les améliorer. Et regardaient les avions qui atterrissaient en disant, bah là, les impacts des canons se font sur les ailes et la queue, donc on va améliorer les ailes et la queue de l'avion. Et c'est un statisticien, en fait, qui est arrivé en disant, mais messieurs les ingénieurs militaires, là, vous êtes en train de regarder l'avion qui est revenu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les avions qui, malheureusement, n'ont pas pu rentrer à la base. Donc, finalement, c'est pas là où il y a les impacts, c'est parce que vous voyez, il faut aller chercher les inconnus, là où on n'a pas de data.
Et c'est là où on va pouvoir améliorer les avions et faire en sorte qu'ils puissent rentrer à la maison. Et ben, c'est un peu le même, c'est ça l'état d'esprit, c'est aller chercher ces fameux inconnus. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y en a un sacré paquet dans les, Ouais. dans les nouvelles méthodes de dev et nouvelles infra. Il y a énormément d'inconnus. Alors du coup, tu évoquais tout à l'heure que c'est l'observabilité pour toi, c'est une évolution du monitoring. Donc j'imagine que ce que tu évoques, c'est le monitoring à l'époque quand on avait des serveurs bare metal dans des data centers, pardon. Est-ce que ça veut dire que avant le monitoring était superficiel ou partiel et qu'aujourd'hui en fait on a changé, ou est-ce que c'est vraiment que la façon de gérer les ops et de hoster des applications a tellement changé que le monitoring à l'ancienne n'est plus suffisant? Non, c'est qu'il y a un phénomène de marché et de marketing, tout simplement, hein. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre des nouveaux termes, et l'observabilité, ça sonne quand même plus cool que le monitoring. Mais la réalité, c'est que quand on y pense, l'observabilité, c'est un nom propre, c'est un état. J'ai les datas, j'ai pas les datas. Je transforme ces inconnus en connus ou pas. Le monitoring, c'est un verbe, c'est une action. Je vais faire en sorte d'aller chercher cette data et qu'elle me raconte si ça va ou si ça va pas. Donc finalement, souvent, on se pose la question de l'un remplace l'autre. Après, c'est un avis personnel, hein. Je travaille pas chez une boîte d'analystes. Ils auront peut-être une opinion différente, mais l'observabilité est là pour faire en sorte que le monitoring soit à jour, entre guillemets, c'est qu'il ait les bonnes datas pour pouvoir continuer à fournir les bonnes alertes et qu'on puisse travailler sur une bonne information, tout simplement. Donc, c'est pas l'un remplace l'autre. Pour moi, c'est l'un va améliorer l'autre. C'est pour ça que je parlais un peu d'évolution, c'est-à-dire que comme nos infras ont évolué, comme elles ont une nouvelle cadence, je vais prendre un exemple classique, monitorer toutes les minutes à nouveau un environnement Kubernetes, enfin un environnement de container, ça a peu de sens. Parce que votre monitor, si vous ne faites pas évoluer votre monitoring, ben, à midi, il vous dit que tout va bien, c'est vert. À midi 1, il vous dit que tout va bien, c'est vert. Mais à midi et 10 secondes, vous avez peut-être un memory leak qui s'est passé, un container qui a planté, que Kubernetes a redémarré ailleurs, et puis du coup, il revient, il dit ça fonctionne, et vous n'avez absolument pas eu cette information-là. Et quand on sait que on peut perdre, par exemple, sur un site d'e-commerce, si la transaction met plus de 2 secondes, on perd 80% du trafic, et en plus, on ne sait même pas qu'on a perdu l'utilisateur. Non, tout va bien. À midi, ça allait, midi 1, ça allait. Voilà, donc cette cadence-là, par exemple, aujourd'hui, on a besoin de rendre un peu plus observable cet environnement-là, faire du temps réel, donc faire évoluer aussi les outils des équipes DevOps et Ops, etc., avec des nouvelles approches, du streaming, enfin plein d'autres nouvelles manières de capter cette data. Et après, il y a d'autres natures de data. C'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. On parle beaucoup des logs, parce que mais souvent, quand on parle d'observabilité, alors les gens en ont un petit peu marre de dire ça, mais on dit souvent qu'il y a 3 piliers à l'observabilité: les logs, les métriques et les traces. Métrique va nous dire est-ce que j'ai un souci, oui ou non. En gros, est-ce que ça clignote rouge ou pas. Les traces vont me dire à peu près où se trouve le souci, et les logs vont me dire pourquoi j'ai eu un souci. C'est quoi la root cause. Et aujourd'hui, l'observabilité, c'est au moins de s'assurer qu'on a ces 3 sources de data, ces 3 fameux piliers, et surtout pouvoir naviguer entre eux. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, c'est sur des outils différents qui dialoguent pas. Peut-être regarder avec enfin, c'est pas les mêmes équipes qui jettent un coup d'œil. Donc, les devs, de plus en plus, ont besoin, tu le disais un petit peu en intro, de s'intéresser aux logs. Les ops, de comprendre un peu mieux une trace, etc. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui, les frontières, il faut casser ces silos, quoi. Oui, parce que du coup, moi, j'ai du mal à voir, alors c'est peut-être mon bagage de dev qui est trop ancré en moi, mais j'ai du mal à voir la différence entre des logs et une trace. En fait, le log, c'est ce fameux petit fichier qui va te dire ce qui s'est passé, etc. Une trace, tu vas suivre en fait un cheminement d'un D'accord, ok. utilisateur. Quand on parle justement d'observabilité et des nouveaux environnements, on prend les microservices par rapport à un monolithe. L'utilisateur dans le monolithe, il reste toujours un peu dans le code, quoi. On arrive facilement à le repérer. Dans un environnement distribué de type microservice, il se balade d'un microservice. Une transaction, ça passe dans 50 milliards de microservices, ça passe par les sidecars par-ci, par-là. Et ça change complètement la donne de mieux comprendre la performance. Le réseau, par exemple. Avant, dans un monolithe, le réseau, ok, c'est important, mais c'est le réseau. Ouais. Dans un environnement microservice, comme on dit aujourd'hui, slow is the new down. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout transite au travers du réseau pour faire dialoguer la même transaction. Et il faut absolument mieux comprendre le réseau dans un environnement cloud, dans un environnement microservice, pour savoir finalement c'est quoi l'expérience utilisateur.
Donc, ça change quand même pas mal. Donc, il faut aujourd'hui cette conjonction, entre guillemets, de ces 3 principales sources d'information pour arriver à mettre en place un environnement d'outillage, on va dire, qui permette justement de supporter ces nouvelles approches de développement, ces nouvelles infrastructures. Et c'est surtout le fait qu'il y a plein d'équipes maintenant qui regardent la même interface, on Ouais. va dire, parce que maintenant on peut réveiller un développeur à 3 heures du matin parce qu'on a détecté des codes erreurs qui sont liés à l'application, et chose qu'on faisait pas avant. Honnêtement, avant, on rebootait, puis on voyait avec le code plus tard. Aujourd'hui, les développeurs font partie du process d'escalade, sont beaucoup plus impliqués là-dessus. Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait une espèce de séparation de la responsabilité. C'est-à-dire que les ops, il faut juste s'assurer que ça tourne. Si ton application ne fonctionne pas, c'est pas le problème des ops, en fait. Ah, C'est c'est tout l'intérêt du DevOps. Ouais. C'est que maintenant, on est tous dans le même bateau, entre guillemets. C'est de casser ces fameux silos, qui est plus ce qu'on appelle le wall of confusion. Je balance mon code par-dessus le mur, et puis les ops, on était là en train d'attendre que ça arrive, et puis on va essayer de faire en sorte que ça casse pas l'infra qui est en place. Mais même les mentalités ont changé. Ouais. Quand on y pense, les gens des ops, on avait, je dis on parce que ça change, cette mode de pensée qui était horizontale, c'est-à-dire c'est mon infra, je la standardise au maximum pour m'assurer de sa disponibilité et qu'elle fournisse le niveau de performance attendu. Là, alors qu'un développeur a une mentalité qui était très verticale, ce qui compte, c'est mon application. J'ai une application à fournir, et du coup, moi, je veux que l'infrastructure s'adapte à mon appli. Et forcément, ça pouvait pas matcher avec 2 modes de pensée différents. Donc, c'est ce qui est intéressant dans cette approche un peu DevOps, c'est que finalement, tout le monde collabore un peu plus, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Ouais. Pour revenir aussi sur les statistiques, enfin les éléments qu'on peut superviser, quand on parlait de monitoring il y a longtemps, c'est vrai que surveiller la consommation de ton CPU, surveiller ta consommation de mémoire, c'était des éléments importants parce que tu avais tes serveurs qui existaient et c'était un environnement fini. Aujourd'hui, on peut avoir presque l'impression en fait que tes serveurs, tu peux c'est AWS ou GCP qui va faire ce monitoring-là pour toi, qui te rajoute des machines s'il y a besoin. Donc, tu n'as plus besoin de monitorer ce genre de choses, mais effectivement, tu as besoin de surveiller d'autres aspects. En fait, le métier a complètement changé sur qu'est-ce qu'on a besoin de surveiller et qu'est-ce qu'on considère effectivement comme un fonctionnement normal ou un fonctionnement défaillant. Je dirais oui et non, parce que d'un côté, effectivement, la notion de scalabilité, elle est pas mal automatisée, on va dire, et gérée par le cloud provider, ce qui n'empêche que ça coûte de l'argent. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert d'un nouveau type d'attaque. Je fais juste une petite parenthèse, qu'on appelle le denial of wallet. Donc, on connaît tous le denial of service. L'idée, c'est dans l'environnement serverless, de faire tourner au maximum les environnements des clients pour leur faire exploser la facture. Voilà, donc il y a des nouveaux. Tu auras l'occasion de regarder les denial of wallet, c'est assez marrant comme nouvelle tactique. Mais pour revenir à la notion de monitorer le CPU, mémoire, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le CPU, on a besoin de le monitorer pour savoir quelle est la ligne de code qui fait que. Donc, il y a une notion de coupe, il y a des informations intéressantes quand on est capable de faire du code profiling au niveau des processeurs pour savoir quelle est exactement la ligne de code qui fait que la trace met extrêmement longtemps, etc., et qui fait que le CPU est parti en vrille ou autre. Donc, aujourd'hui, on a besoin toujours de monitorer ces éléments-là. On a surtout besoin de les corréler. Parce que c'est une information, mais c'est de la data pure, mais après, il faut l'interpréter, cette data. C'est OK, mon CPU à 100%, hein, so what, comme diraient nos amis anglophones. Donc, c'est de comprendre quel est l'impact et d'où ça vient, et est-ce que c'est un problème de sécurité, est-ce que c'est un problème lié au code, est-ce que c'est un problème de dimensionnement, de trafic, enfin, il peut y avoir plein de raisons différentes. Est-ce que ça veut dire que vous, côté Ops, vous avez besoin d'avoir la main beaucoup plus dans le dev, dans cette démarche DevOps, qui du coup vous oblige à devoir comprendre que quand il y a une erreur qui se présente, soit pour aiguiller le dev, soit pour comprendre quelle est la source du problème, parce qu'elle n'est pas toujours liée uniquement à la partie Ops, ou est-ce que c'est du coup les devs qui doivent aussi mieux comprendre tout ce qui se passe côté Ops pour justement, eux, aller analyser toutes ces traces-là, tu vois, en termes de responsabilité, quand vous décelez un problème, ça se passe comment après tu te dis, j'ai un problème là et voilà toutes les infos et t'en fais ce que tu veux, ou toi, t'apportes une pré-analyse ou même une analyse complète de l'origine du problème? Il y a plein de choses. Alors, quand on dit côté Ops, pardon, alors c'est vrai que moi j'ai un background Ops, mais aujourd'hui,
je travaille clairement pour Splunk et c'est des solutions pour la sécurité, pour les DevOps, pour les devs aussi. Donc, c'est pas que Ops, hein, donc juste pour repositionner. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ma casquette, mais ça, c'est plus mon passé, hein, qui est. Aujourd'hui, l'idée, en fait, et c'est ce qu'on a fait, on a fait une étude, enfin, on vient de mettre à jour, donc on vient de sortir la nouvelle version du State of Observability. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément, les gens utilisent de plus en plus d'outils. Plus les entreprises sont matures dans leur approche d'observabilité, finalement, plus ils ont d'outils. Et leur besoin aujourd'hui, c'est surtout consolider. Parce que l'idée, c'est justement pas forcément qu'il y ait un outil pour une équipe, mais que tout le monde regarde la même plateforme. On parle de plus en plus de plateformes et de moins en moins de produits, pour que toutes les équipes partagent la même information. Alors après, on a des besoins différents et on a des visualisations différentes. Moi, développeur, j'ai besoin d'avoir des informations au niveau des logs parce que c'est ultra important. Et j'ai tous mes détails, mais j'ai pas forcément besoin d'aller faire des analyses ultra poussées avec les logs. Ça, c'est plus. Enfin, j'ai laissé ça aux ops. Donc aujourd'hui, si je prends le cas de Splunk, on est connu pour lancer des. Enfin, on a commencé avec les logs il y a 13 ans, donc ça a beaucoup changé depuis. Mais on a repensé la manière de faire consommer les logs aux développeurs de manière beaucoup plus graphique, et notamment surtout le contextualiser avec les traces, les métriques, etc. Pour détecter effectivement les problématiques qui sont plus liées au code, pour voir que lorsqu'ils ont réglé un bug, d'avoir une vue en temps réel des logs, un lifetail des logs, pour voir effectivement que les codes erreurs sont bien en train de disparaître en temps réel et que effectivement mon fixe il a bien fonctionné, etc. Donc aujourd'hui, il y a plus de notion. Les logs sont plutôt pour les ops et que pour les devs, les traces sont uniquement pour les devs, etc. Aujourd'hui, ces frontières-là, comme dans l'esprit DevOps, sont en train de disparaître. Il faut surtout qu'on puisse encore une fois sauter de l'un à l'autre et savoir si effectivement j'ai un problème avec une transaction utilisateur, de pouvoir savoir si ça vient d'une ligne de code, si ça vient de l'infra, si ça vient d'un container en particulier, si ça vient d'un mauvais dimensionnement, etc. Et de revenir à partir de l'un et partir dans l'autre, quoi. Aujourd'hui, c'est surtout ça la problématique. Et alors, du coup, j'ai perdu ma question. Je l'avais il y a 20 secondes, je l'avais, et j'ai perdu ma question. Attends, je crois que je l'avais peut-être noté quelque part. C'était donc du coup, quand tu crées cet outil qui permet du coup au DevOps de manière globale d'appréhender cette observabilité, il y a doit y avoir quand même pas mal d'intelligence derrière pour réussir, enfin de l'IA, je veux dire, parce que ça représente un volume de données quand même assez important. Oui. Tu le disais tout à l'heure, il y a une notion de temps réel, de stream, donc j'imagine que tu as un flux quasi non-stop d'informations. Comment est-ce que tu fais du coup pour dégager l'intelligence de toutes ces sources d'informations différentes, disparates, et pour avoir quelque chose de digeste pour nous, petits humains, derrière, pour traiter tout ça? Alors, il y a plusieurs aspects, mais c'est un point. Enfin, là, tu soulèves un point critique, c'est qu'aujourd'hui, on génère de la data beaucoup plus vite qu'on génère un ingénieur. Il faut 9 mois pour créer un humain et après un certain nombre d'années pour qu'il soit diplômé. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas une assistance, on va dire, pour nous aider à faire notre travail au quotidien, ça va être le tsunami de data. En fait, c'est le tsunami au-dessus du tsunami, quoi. Mais sur les sources de données, en fait, déjà, faut comprendre qu'il y a, quand on parle d'observabilité, il y a souvent un certain nombre de briques, d'outils à disposition. Il y a bien évidemment la base, c'est souvent le log management, l'infrastructure monitoring, mais on a aussi les classiques, l'APM pour la partie plutôt trace, même s'il est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on parle plus de distributed tracing, donc de tracing distribué, notamment sur tout ce qui est microservices et autres. On a la partie qui moi m'a un peu interloqué parce que j'ai des collègues assez jeunes des jeunes ingénieurs qui redécouvrent le real user monitoring. Alors que ça fait plus de 20 ans que ça existe. Alors pour les plus anciens qui nous écoutent, si je leur parle de Mercury Interactive, ça leur parlera peut-être. Voilà, et on redécouvre en fait le fait de comprendre le dernier kilomètre, tout ce qui est hors contrôle de l'entreprise, mais qui fait partie de la transaction, c'est-à-dire le téléphone portable, l'ADSL de l'utilisateur, le synthetic monitoring. Donc il y a un certain nombre comme ça de briques qui constituent et qui, on va dire, la boîte à outils de l'observabilité. Ils peuvent être des outils différents.
ou un outil multi-usage, ou une plateforme qui les fournit tous. Voilà, il y a différentes approches à avoir, et chacun va collecter un certain nombre de données. Certains vont fournir des traces, d'autres des métriques, d'autres des logs, enfin, etc. Et tout ça, ça génère de la data, pour revenir à ta question, et énormément de data. Et c'est de la data, comme je le disais, alors si on est sur un environnement plus traditionnel, pas besoin forcément du streaming, mais quand on est dans un environnement plutôt moderne, cloud, etc., avec du serverless et autres, on a besoin de capturer la data en quasi-temps réel, donc il faut du streaming, et c'est des gros volumes, donc il faut déjà des outils qui permettent de filtrer tout ça, de savoir ce qui est pertinent ou pas, hein, bien évidemment. Mais surtout, une fois que j'ai tout ça, ça va générer énormément d'événements. Et ça, c'est dans la partie gestion des procédures d'escalade, etc. Enfin, c'est absolument ce qu'on veut éviter. Donc, aujourd'hui, c'est plus une option de faire de ce qu'on appelle de l'AIOps, donc Artificial Intelligence for ITOps. Donc, je crois que c'est Gartner qui l'a défini comme ça, qui est en gros appelé, quand on parle d'intelligence artificielle, en gros, c'est du machine learning. C'est appliquer du machine learning. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas consommer ce nombre d'incidents, sinon ça va exploser dans tous les sens. Donc, il y a plein d'algorithmes qui sont là pour aider, pour réduire le bruit, pour faire. Alors, il y a plein d'exemples je sais que, enfin, moi, dans nos solutions, par exemple, pour la partie gestion des événements, etc., ça va être aussi de capturer ces données de manière plus intelligente. Aujourd'hui, on parle du CPI tout à l'heure. Aujourd'hui, faire du monitoring avec un threshold statique, ça n'a plus de sens. La plupart du temps, si ça tape pendant trop longtemps, que va faire un exploitant de la partie Ops? Il va désensibiliser le threshold, il va le monter, et puis finalement on perd de la data et on n'a pas de l'information. Donc aujourd'hui, c'est le minimum, c'est par exemple avoir des seuils dynamiques en fonction du comportement de l'application. Donc avoir des algorithmes qui vont apprendre le comportement habituel de l'appli. Je prends un exemple tout bête. Une boîte de trading, par exemple, quand les marchés financiers ouvrent le lundi matin à 9h, c'est normal que l'application soit sollicitée, que le CPU soit à 100%. Donc l'algorithme, son métier, c'est de se dire, lundi dernier, ça n'a pas planté, il y a 2 semaines, ça n'a pas planté, il n'y a pas de raison que ça plante aujourd'hui, donc je ne vais pas générer une alerte. C'est un comportement habituel de l'application à 9h, machin, etc. Donc voilà, il va changer lui-même et adapter les seuils. Par contre, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ça qui est sympa, c'est que lundi prochain, il est 9h du matin, c'est pas un jour férié, les marchés ouvrent et je suis à 3% de CPU, là, il y a un truc qui va pas. Et c'est aussi le rôle du machine learning de générer une alerte proactivement en disant attention, est-ce que quelqu'un peut jeter un coup d'œil? Parce que là, c'est pas le comportement. Voilà. Et ça, c'est ce type d'exemple d'algorithme. En plus, nous, on les utilise pour de l'observabilité et de l'ITOps, mais c'est le même principe pour d'autres cas d'usage de Splunk dans la sécurité, pour des comportements bizarres d'utilisateurs. Des gens qui se connectent, qui a un badge ou accèdent à une application d'une adresse IP qui n'est pas la bonne, enfin dans un pays exotique et à 3h du matin. Voilà, donc des trucs basiques comme ça, mais et ça, quand on a des milliers d'employés ou quand on a des dizaines de milliers de containers, on peut pas faire ça à l'unité. Donc voilà, ça c'est fait par le machine learning. D'autres exemples assez intéressants, c'est de comprendre l'architecture. J'ai 3 serveurs derrière un load balancer. C'est pas normal qu'il y en ait un qui ait une charge moindre que les 2 autres. Donc les algorithmes aussi comprendre que c'est une grappe qui est censée fonctionner pas de la même manière. S'il y en a un qui est au-dessous de tous les seuils, que ce soit de CPU, de mémoire ou d'utilisation ou de nombre d'utilisateurs, peu importe, mais qui ne correspond pas à ses petits copains d'à côté, il va être capable de générer une alerte en disant attention, moi j'ai bien compris que ces 3-là fonctionnaient ensemble, celui du milieu, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est toute cette intelligence-là pour réduire le volume d'incidents, d'événements, d'alerter que lorsque c'est vraiment nécessaire, de changer la manière de prioriser les incidents et en gros décharger toutes les équipes de tout ce bruit, donner de la pertinence avec la détection d'anomalies. Et le Graal, souvent, moi, la première fois qu'on en a parlé, je crois que c'est de la magie un peu, c'est de prédire. C'est être capable de prédire en fait les incidents avant qu'ils arrivent. Mais c'est juste des algorithmes. Enfin, ce qu'on va faire, c'est détecter des signaux faibles. Si c'est des incidents qu'on a déjà vus dans le passé, c'est de pouvoir proactivement alerter. Si dans le passé, j'ai déjà vu que quand mon stockage était trop plein, ma base de données n'arrivait plus à écrire et que le serveur d'appli disait attention, ça va pas, la base répond pas et que le front-end dit moi, il y a personne qui me répond, qu'est-ce qui se passe? Au lieu déjà d'envoyer, d'avertir le webmaster, le DBA ou le gars du stockage, c'est déjà de faire qu'un seul incident, regrouper tout ça et puis surtout de détecter ces signaux à l'avance, pouvoir le dire à l'administrateur attention, dans une demi-heure, ça va planter, j'ai déjà vu ça.
Et aujourd'hui, moi, j'ai une banque en tête irlandaise. Eux, ils ont réussi à détecter pas mal d'incidents jusqu'à 3 heures à l'avance. C'est rare, hein. En moyenne, Ouais. attention, en moyenne, on estime sur l'ensemble on a fait une étude sur plus de 2000 clients et on estime à pas loin de 90% qu'on arrive à trouver 30 minutes à l'avance. Une Ce fois qui est que- déjà pas mal. Ah, bah, ce qui est génial déjà. Mais encore une fois, il faut que ce soit des incidents qui soient déjà passés. Voilà, il y a un certain nombre de conditions. Mais les algorithmes, une fois qu'ils sont entraînés, bon, ils arrivent, ils sont déjà pré-entraînés par le vendor, hein, que ce soit nous ou d'autres qui font de l'AIOps. Mais après, il faut qu'ils apprennent l'application, ils apprennent l'infrastructure. Mais une demi-heure à l'avance. Mais il y a des cas, ça peut aller en fonction du type d'appli, 3 heures à l'avance. Alors, je vais me permettre une petite digression. Ouais. Parce que en t'écoutant parler, j'ai pensé à un truc, quand tu me dis ce que tu en penses. Donc, il y a longtemps, quand on avait des serveurs qui étaient limités, Ouais. les attaquants faisaient effectivement le fameux DDoS que tu as évoqué. On allait surcharger un serveur pour qu'il tombe. Tu nous as expliqué que maintenant, il y a une nouvelle tendance, c'est le Wallet OS, non, Denial of Wallet. Denial of Wallet. Donc, tu fais en sorte que la personne n'ait plus de crédit pour augmenter son infra, et du coup, ça fait tomber son infra. Non, pas forcément faire tomber son infra, mais impacter la société en Financièrement. question financièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est open bar. Du coup, imaginons, alors, en fait, j'ai fait un parallèle entre ce que tu racontais et, je ne sais pas si tu te souviens, ce film Minority Report. Ah oui, oui. Le principe de Minority Report, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est une police qui arrête les gens avant qu'ils aient commis un crime. Et alors, je suis désolé, je vais spoiler. Alors, si vous n'avez pas vu Minority Report et que vous voulez le voir, je suis désolé, je vais vous spoiler la fin. Mais donc, il y a quelqu'un qui commet un crime en reproduisant un crime qui a déjà eu lieu dans le passé. Et du coup, statistiquement, on se dit, en fait, c'est juste un écho d'un vieux truc, et du coup, on l'oublie. Si on se base du coup sur ces algorithmes d'IA qui vont aller détecter des comportements anormaux, est-ce que ça veut dire que demain, une armée d'attaquants qui veut suffisamment préparer son coup peut en fait petit à petit, avec des comportements anormaux mais proches de la normalité, et tu vas réussir à changer petit à petit en fait ce qu'est un comportement normal d'un user, pour que en fait le jour où ils vont lancer leur véritable attaque, ce qu'ils vont faire est sur une déviance statistique acceptable pour l'IA, et que du coup ça ne lève pas une alerte. Ou à l'inverse, essayer de reproduire un truc qui s'est déjà passé il y a quelques années, et du coup l'IA va dire en fait c'est juste la même chose qu'avant, on avait réussi à le gérer avant, donc on saura le gérer maintenant. Et tu vois, essayer de passer comme ça à travers les mailles du filet en exploitant des algorithmes qui n'ont pas cette intelligence humaine que nous on peut avoir, parce que l'algorithme n'a pas vu Minority Report. Non, il l'a pas vu, c'est sûr. Mais alors c'est une super remarque. Faut pas oublier. Enfin, moi, ça me fait juste penser à une des questions qu'on pose souvent, mais ça veut dire qu'on va remplacer les gens? Bah non, en fait, pas du tout. C'est juste des outils, c'est juste des algorithmes. Je vais pas dire tout bête, parce qu'il y a quand même le mot intelligence dans l'artificiel, mais ça reste c'est des choses qui sont codées par des humains. Donc même l'algorithme, on pourrait se poser la question de s'il n'est pas biaisé ou pas. Je sais qu'il y a eu d'autres algorithmes qui ont été faits, notamment pour tout ce qui est vote, etc., où on a vu que finalement ils avaient ils avaient été biaisés par les développeurs. Tout ça, c'est de l'outillage pour aider au niveau quotidien, mais c'est toujours l'humain derrière qui va prendre la décision finale d'acknowledger ou pas l'incident, etc. Sauf si on décide d'automatiser, puisqu'effectivement, après, il y a toute une notion d'automation derrière, de résolution automatique qui est possible de faire. On parle de la sécurité, ça va être du SOAR derrière, par exemple. Mais ça fait partie des éléments, les gens qui travaillent sur le machine learning, etc., qui prennent absolument en compte, parce qu'effectivement, aujourd'hui, un algorithme, ça va faire un certain nombre de tâches, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des attaques sur essayer soit sur les jeux de données en amont des algorithmes, soit sur voilà. Donc, mais encore une fois, ça remplace pas l'humain derrière. On en est aujourd'hui. Faut savoir que sur cette partie de l'intelligence artificielle, on en est vraiment encore au début. Et ce qui est un peu dommage, j'allais dire un peu intéressant, mais ce qui est dommage, c'est que la France, en plus, est un petit peu en retard. Parce que justement, ça fait partie d'un des éléments dans l'étude de State of Observability qu'on a sorti. La France, on a à peu près 19% des gens qui ont répondu qui utilisent d'une manière ou d'une autre du machine learning pour améliorer leur process IT Ops, on va dire. La moyenne dans les pays qu'on a interrogés, donc ça inclut donc les États-Unis, pas mal de pays européens et quelques pays, est de 28%. Donc on est en retard aujourd'hui là-dessus. Mais compte tenu du manque de personnes, aujourd'hui c'est très difficile de recruter. Et aujourd'hui tout le monde veut devenir développeur.
parce que c'est beaucoup plus cool. Et c'est vrai, hein, tout tourne autour de l'appli, donc là, tu es en plein au bon endroit. On a besoin. Il y a du adage qui dit que finalement, on va finir avec 100 développeurs, 10 gars au niveau des ops et un seul au niveau de la sécu. Parce qu'au niveau de la sécu, c'est encore pire pour trouver des compétences. Donc, la question, c'est pas est-ce que c'est risqué aujourd'hui. On peut plus se poser la question. On a besoin de machine learning pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'était McKinsey qui avait sorti une étude pré- et post-pandémie. De mémoire, c'était, j'espère pas dire de bêtises, mais on était passé de 18% des échanges entre les entreprises et leurs utilisateurs qui étaient de manière digitale, juste avant la pandémie, à pendant la pandémie à 55%. C'est-à-dire que ça, c'était pendant la pandémie, donc maintenant, ça doit être beaucoup plus. Ce qui explique pourquoi on a boosté la transformation digitale, l'outillage du CI/CD, enfin tous les pipelines, et parce qu'on sort de plus en plus de code, de plus en plus d'applis, et on a besoin de développeurs, parce qu'aujourd'hui, notre société, elle dépend de 0 et de 1, quoi. Ouais. Et la problématique, c'est qu'à un moment, même si les environnements cloud simplifient une partie, on a une couche d'abstraction qui est le matériel, mais quand on regarde le catalogue de services des cloud providers, déjà, c'est pour ça qu'on a des cloud ops, quoi. On a des gens qui sont dédiés qu'à comprendre comment ça fonctionne, et parfois même spécialisés que sur un cloud provider, parce que il est long comme le bras, et que voilà, c'est plein de services différents, et qu'une transaction souvent, peut-être démarrer dans le cloud, mais peut-être finir dans un bon vieux mainframe, parce qu'ils sont pas morts. On peut encore faire plein de trucs avec les mainframes, ils sont modernisés. Alors, on est dans un monde hybride, et c'est très complexe. Donc voilà, aujourd'hui, on a ce manque de personnel, cette difficulté à recruter, et on a besoin d'aide. Et souvent, en plus, c'est un élément de recrutement, parce que des outils modernes avec du machine learning, ça fait souvent, enfin, ça plaît un peu aux jeunes générations, parce que c'est une techno qui est quand même assez récente, dans laquelle il y a encore plein de choses à améliorer, à inventer, etc. Et on a tous envie de jouer avec. Ouais. Parce que c'est vrai que ce que tu dis est juste sur on a complètement explosé le nombre d'applications et de services qu'on a créés, qu'on a mis en place, et que la pandémie, effectivement, a accéléré ce phénomène-là. Et du coup, il y a tellement d'applications et de trucs qui tournent que tout ça, il faut que ça tourne. Enfin, il faut que ça tourne bien. Ça devient de plus en plus sensible. Et donc, c'est tout ça qui a généré cette évolution du métier de l'observabilité, qui vous oblige du coup aujourd'hui à être sur la brèche, j'ai envie de dire, pour faire tenir ce flot de lignes de code qu'on a produites, en fait. Oui, et puis pour comprendre comment tout ça fonctionne, comment tout ça interagit. Puis il y a un autre phénomène aussi, moi je viens de ce monde-là, donc je ne veux pas non plus dévoiler, mais l'objectif d'un cloud provider, faut pas se voiler la face, hein, c'est que vous consommiez un maximum de services chez eux, que même si vous avez l'impression que vous allez pouvoir partir, et que vous repartez avec le container, vous le mettez ailleurs, leur objectif, c'est clairement, c'est pas de vous laisser partir. C'est un métier, hein, ils sont rémunérés pour ça. Faut pas c'est la réalité. Après, ils ont fait un travail formidable de simplification, et c'est génial, mais il faut avoir toujours conscience de ça. Donc, et la confiance exclut pas le contrôle. Ouais. Fournissent énormément d'outils qui sont très pratiques, mais si on reprend l'observabilité, vous n'avez plus accès au matériel. Donc, il y a plein d'informations que vous n'avez pas. Parce que c'est des informations sur les couches très basses. Et si je prends l'exemple typiquement de comprendre comment se comporte le réseau chez un cloud public, c'est super complexe. Donc, et aujourd'hui, les outils de monitoring qui sont fournis par les cloud providers ont une vue partielle. Déjà, la plupart sont focalisés que sur leur environnement et pas ceux du voisin, et ne rentrent pas forcément dans les détails. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a certaines technos qui sortent du lot en ce moment dans le monde du réseau. Beaucoup de gens parlent du eBPF, l'Extended Berkeley Packet Filter, qui a un bout de code qui tourne dans les noyaux Linux, mais cette fois-ci, là, on y a accès quand on a accès à la machine, mais qui écoute absolument tout ce qui se passe au niveau réseau pour juste comprendre dans les microservices qui discute avec qui, pouvoir faire des beaux graphes pour comprendre les services, les découvrir automatiquement, comprendre là où il y a des coûts cachés, parce qu'on vous facture, un cloud provider vous facture quand on passe d'une zone géographique à l'autre, et ça, on le voit rarement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'aller dans le détail, parce qu'on a créé des applications qui sont, on va dire, complexes, distribuées, géniales côté utilisateur final, donc c'est top, mais qui sont loin d'être simples à gérer au quotidien. Et je me souviens d'avoir des conversations avec
des grosses sociétés classiques, des opérateurs français ou de la grande distribution ou autres, qui nous ont dit bah ça y est, on est passé en prod, alors même pas en serverless, on est encore au container. Et puis on se rend compte qu'en fait, on comprend pas trop comment ça tourne, quoi. On avait fait ça ils ont souvent des petites entités digitales, c'est un peu une start-up dans le groupe, qui font des trucs super sympas, mais à des échelles qui sont pas forcément celles du groupe. Et une fois que ça bascule dans le groupe, les CTO, les CIO nous disent faut qu'on fasse quelque chose là, parce on sait pas trop pourquoi ça marche pas comme prévu, une fois qu'on passe à l'échelle. Et c'est ça on parlait tout à l'heure des anciens épisodes, et j'en ai écouté d'autres depuis, parce que maintenant ça y est, je suis devenu fan. Mais c'est vrai. Mais il y a encore cette séparation, mine de rien, en DevOps. C'est un boulot où tout le monde doit, voilà, et cette vulgarisation de dire ça y est, je mets dans mon code dans mon JSON, j'ai ce que je veux comme config et puis ça marche. C'est pas toujours vrai, en tout cas à l'échelle. Et je pense que les développeurs doivent prendre conscience de ça, de la même manière que les gens des ops doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, les contraintes qui sont faites au niveau du développement et métier, elles sont critiques, parce que c'est les métiers qui attendent ça, et qu'aujourd'hui, si plus de la moitié des échanges entre les clients de l'entreprise et l'entreprise sont digitaux, il n'y a pas photo, quoi. Tout passe par le dev. Il faut s'adapter. Ouais. Il y a une difficulté que alors moi j'ai rencontrée donc avant d'être aujourd'hui chez Cosa Vostra, j'étais CTO d'une boîte qui s'appelle Auction.fr, qui faisait de la vente aux enchères d'objets d'art. C'est mon licence la plus longue en tant que CTO. C'est là aussi où j'ai commencé à bosser dans le cloud. Et il y a un truc que j'ai découvert avec l'observabilité. Alors c'était peut-être parce que je faisais mal les choses, hein, donc n'hésite pas à me le dire. Mais ce que j'ai constaté, c'est que parfois je rencontrais un problème. Et on se disait, tiens, ça aurait été bien de tracer ça, ça aurait été bien de loguer ça, comme ça on aurait pu le voir venir. Et donc du coup, après, on corrigeait le problème, et après on loguait le truc et on traçait le truc. Et tu vois, il y a toujours cette difficulté-là, je trouve, en fait, c'est que tu peux pas rétrospectivement aller récupérer des infos de ce que tu n'as pas tracé, en fait. Et c'est là où tu réalises en fait l'importance. C'est-à-dire que certes, tu vas générer beaucoup de data, mais c'est important en fait de générer cette donnée, parce que un jour, on dit souvent que quand tu crées une app ou un service, il faut que tu logues tout ce que font tes users, parce qu'un jour ça te servira. Et tu dis, oui, mais ça ne me sert à rien de loguer le fait qu'il est à 20% de batterie et au lieu de 80%, ça ne me sert à rien. Peut-être, mais sauf que quand ça concerne le run de ton app, en fait, c'est hyper important, parce qu'un jour, ça te servira de comprendre ce qui se passe. Est-ce que du coup, aujourd'hui, on a quand même des moyens d'aller récupérer rétrospectivement des infos qu'on n'avait pas pensé à loguer avant, ou ça n'a pas changé? Si tu ne penses pas à loguer un truc, ou à tracer un truc, ou à sonder un truc, tu l'auras pas, et tu pourras pas t'en servir. Alors, je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils sont pas mal modernisés. Enfin, si je prends le cas de Splunk, mais ça va être le cas pour d'autres, il y a plein d'outils qui vont déjà, entre guillemets, faire un certain travail pour te mettre en place les bons indicateurs, etc., automatiquement. Par exemple, tu as un environnement Kubernetes, tu ne sais pas forcément ce qu'il faut loguer, ou ce qu'il faut tracer, ou ce qu'il faut mettre en avant. Kubernetes Navigator de Splunk va faire ça automatiquement pour toi. Donc, tu as déjà ce qu'il faut pour commencer à travailler. Après, chaque application est différente. Donc, de toute façon, lorsqu'on veut, ça permet de s'assurer qu'on a le minimum pour pas se dire j'aurais dû. Maintenant, si on veut être pertinent, de toute façon, le développeur doit. Enfin, ça, c'est un travail à nouveau d'équipe. Donc, il y a un certain nombre de métadata à mettre en avant, ou d'ID à mettre dans le code en amont, pour s'assurer qu'on puisse collecter ça, et après pouvoir le corréler avec d'autres éléments pour mieux comprendre ce qui se passe, etc., et reporter dessus ou mettre des alertes dessus, etc. Donc les outils ont beaucoup évolué pour simplifier et s'assurer qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Donc voilà, et faire du discovery automatique. Donc parce qu'il y a plein de choses qui sont automatisées dans l'infrastructure, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, les outils, il y a beaucoup de discovery des services, les microservices qui dialoguent avec qui vous créent des maps automatiques et qui vont garder un certain nombre d'informations. Alors, on n'a pas besoin de faire ça manuellement. Donc ça a beaucoup changé. Donc il y a beaucoup ça simplifie beaucoup la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut quand même, faut quand même le faire. D'ailleurs, j'en profite pour faire juste une petite parenthèse, justement. Il y a sur le monde open source, aujourd'hui, quand on parle de collecter les données, justement, quel type de données collecter, de plus en plus aujourd'hui, l'observabilité est en train de changer,
et tout le monde va vers l'utilisation d'agents open source, d'un agent unique. Enfin, il y a un standard de facto qui est en train d'émerger, qui est OpenTelemetry. Et OpenTelemetry, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir choisir sa destination de ces données. Alors que ce soit Splunk ou autre chose, peu importe, Elastic, enfin, il y a plein d'autres solutions. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un seul agent léger, unique, et de pouvoir changer ensuite toute observabilité comme on le souhaite. Et de pouvoir récupérer les logs, les métriques et les traces en impactant le moins possible les ressources et de collecter ça de la manière la plus simple possible. Donc moi j'engage tous les auditeurs à jeter un coup d'œil à OpenTelemetry parce que déjà quand j'étais de l'autre côté de la barrière, on va dire côté data center, l'intérêt c'est qu'une fois qu'on a mis ça en place, le pire c'est de faire le changement, surtout quand on a des grosses infrastructures, si on doit changer les agents, c'est horrible. Enfin, ça prend un temps monstrueux. Donc une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a mis le bon outil de télémétrie avec OpenTelemetry parce que c'est open source, et pour récupérer tout ce dont j'ai besoin, j'ai plus besoin de faire ça après. Je peux changer de destination, etc. pour mes outils d'observabilité, c'est fait. Donc juste le petit aparté, mais c'est un projet open source du CNCF que je trouve pas mal, et c'est leur deuxième plus gros après Docker. Donc On mettra les liens en description et on les met en ce moment même dans le chat pour que les gens... Alors, attendez au moins la fin de l'épisode avant de vous mettre OpenTelemetry parce que je pense que ça va vous absorber un bon moment. mais rapide. Mais on prend la ref. Sur justement cette notion de qu'est-ce qu'on log, il y a aussi la question, parce que tu as des choses qui sont... alors, je sais que tu veux pas faire cette distinction dev et ops, mais il y a des choses qui sont plus pour l'intérêt des devs et d'autres qui sont quand même plus pour l'intérêt des ops. C'est quoi tes conseils généraux, si tu dois dire les 10 trucs à mesurer, à sonder, à traquer sur une infra ou dans une app? C'est quoi pour toi les trucs principaux? 10 ou 5 ou 20 ou c'est quoi pour toi les éléments principaux? Alors, bon, je suis pas expert à ce point-là pour aller directement sur tous les détails. Moi, ce que je dirais, c'est au moins s'assurer qu'on a les bonnes briques au niveau de l'outillage. Je parlais tout à l'heure du Real User Monitoring. Aujourd'hui, je sais plus, j'avais vu une étude, il faudrait que je retrouve la source, mais sur lequel il y avait que 13% des entreprises qui ont un outil de Real User Monitoring, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile. Aujourd'hui, on a des outils de tracing, mais on trace à partir du moment où l'utilisateur arrive sur le premier octet de l'application. Mais tout ce qui se passe en amont, côté utilisateur, côté réseau, on a peut-être mis du CDN, chez Akamai ou je ne sais plus qui d'autre, qui peuvent être une source du problème. Et ce qui compte finalement aujourd'hui, encore une fois, si la moitié des échanges entre les entreprises utilisateurs sont digitales, aujourd'hui on peut plus se permettre de juste dire, il faut savoir d'où vient le souci. Est-ce que ça vient de chez moi? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est pouvoir répondre à l'utilisateur en disant ça marche pas parce que vous êtes au Japon, c'est normal parce que l'opérateur japonais est planté, mais vous inquiétez pas, l'application elle marche, ça va repartir, vous prenez un VPN, je sais pas, mais il faut avoir cette visibilité. Donc un outil par exemple comme Real User Monitoring qui est un classique quand l'e-commerce est né et qui est un peu tombé en désuétude, redevient une brique de base, et il y a très peu encore d'entreprises qui ont du Real User Monitoring ou qui ont du Synthetic Monitoring, donc ces outils externes qui vont simuler des transactions à partir de plein de data centers, parce que des fois on n'a pas d'utilisateurs réels. Voilà. Donc après, il faut, je pense, il faut se poser la question de est-ce que mon outillage aujourd'hui est à jour par rapport au type d'application que j'ai. On parlait de l'APM, qui est un autre outil que beaucoup de développeurs utilisent pour la partie trace, etc. Aujourd'hui, un des plus gros problèmes des APM traditionnels, je dirais, c'est de faire de l'échantillonnage. Et en fait, c'est normal parce que jusqu'à un certain temps, l'objectif, c'était de dire, en gros, mon goulet d'étranglement, il est où? Est-ce qu'il est plutôt, tiens, c'est la base de données plutôt. Aujourd'hui, on a besoin de troubleshooter et de comprendre jusqu'à est-ce que c'est la transaction de Madame Michu ou de Monsieur Pierre qui a un souci. Donc, on a besoin d'avoir la data et on peut plus échantillonner. Ou échantillonner, parfois ça échantillonne au bout de 5 minutes, mais qui réagit au bout de 5 minutes? Parfois, on est au café et le temps que ça s'allume, on a sur le portable, et le temps qu'on réagisse, la data est perdue parce qu'elle a été groupée. Donc, il faut se poser la question, quand on code différemment et qu'on va par exemple dans les microservices, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas intérêt à basculer sur du tracing distribué plutôt que et ne pas faire d'échantillonnage? Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ce détail-là
Si je suis en monolithe, bah, peut-être pas. Voilà. Après, c'est un choix, mais ça fait partie des éléments à se poser d'avoir donc du run, du synthétique, l'APM. Et puis les logs, c'est vrai que on en parle. Enfin, sur la partie ops et sécurité, c'est pas la peine de parler de logs parce que je pense que c'est juste c'est la base. C'est vrai que côté des développeurs, maintenant, enfin, l'avantage des logs, c'est que ça va vraiment donner la root cause. Et aujourd'hui, on a besoin de ce type de détails. Le problème, c'est qu'il faut arriver à les consommer de manière, quand on est développeur, enfin, c'est quand même plus sympa de coder que de débugger, voilà, donc on a envie de passer le moins de temps possible. Donc, l'intérêt, c'est et qu'on démarre souvent, on a ce réflexe de démarrer par la trace. Donc, comment, à partir d'une trace, je peux redescendre vers un log et savoir ce qui s'est passé et revenir et ainsi de suite. Voilà, donc, une fois que j'ai ces briques-là, c'est surtout de s'assurer qu'il y a une passation de contexte. Elles peuvent être différentes, hein, ça peut être différents outils, mais l'intérêt quand même, c'est qu'il y ait une passation de contexte ou alors que ce soit un seul outil ou une seule plateforme, mais pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. Et aujourd'hui, ça, c'est une grosse problématique, c'est que parfois, quand on a les outils de base, ils ne parlent pas entre eux. Et du coup, on ne prend pas le temps d'aller switcher d'écran ou d'aller. On n'a pas le temps quand tu es en phase d'incident, quoi. Ouais. Ce qui compte en incident management, c'est aller vite, quoi. Quand on fait du problem management, si je la fais à la old school ITIL, on prend le temps de trouver la meilleure solution. Là, on est dans le feu. Et voilà, donc je pense que c'est plus que de quoi monitorer, ou c'est surtout de s'assurer que j'ai les bons outils qui vont capter la bonne data pour que le système soit observable. Ouais. Donc, Oui, parce que le temps réel, le full fidelity avec l'ensemble des traces, etc. Et puis après, on écrème. Après, effectivement, les logs, après, on écrème, on apprend une fois qu'on est. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout. Mais il vaut mieux démarrer avec j'ai la data, pour ton exemple, et réduire, sachant qu'en plus, aujourd'hui, il y a des manières d'optimiser le stockage. Le stockage, ça coûte plus grand-chose. Et il y a différents tierings de stockage. Enfin, c'est plus le même problème. Mais il vaut mieux partir comme ça et enlever que c'est trop tard. Ouais. Et j'ai pas la data. Pour prendre ton expérience personnelle. Dans ce que tu évoquais aussi, auquel j'avais jamais pensé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu vois, quand je pense au fait que j'ai une infra qui va être sur plusieurs providers, je vais effectivement me dire, j'ai une partie sur AWS, j'ai une partie sur GCP, une partie sur Azure. Je supervise tout ça. Mais effectivement, quand tu parles d'un CDN, du coup, en fait, tu as un ensemble de couches sur le réseau alors, peut-être, encore une fois, une erreur personnelle, mais que, en fait, tu dis, CDN, c'est juste un système de cache. Tu vois, peut-être qu'il n'y a pas forcément d'intelligence. Et du coup, Il y a plein de trucs. mais en fait, effectivement, tu as besoin aussi de loguer ce qui se passe à côté de ton CDN. Donc, il faut pouvoir. Et donc, vous, chez Splunk, vous avez cette capacité de regrouper et de donner ce que tu disais, le contexte, mais du coup, le lien aussi entre ce qui se passe sur mon CDN, ce qui se passe sur mon Azure et d'avoir un chemin global consistant pour un user. En fait, ouais, l'idée, en fait, pour reprendre un petit peu ce qu'est Splunk et d'où on vient, etc. C'est vrai qu'on est né des logs, mais ça a beaucoup changé. Mais il faut comprendre qu'au départ, c'est une plateforme dans laquelle on a eu un certain nombre de cas d'usage en fait, ce sont nos clients qui nous ont emmenés vers ces cas d'usage. Mais l'idée à la base, c'était je récupère n'importe quel type de données machines, structurées, non structurées, peu importe, etc. Et je permets justement qu'ils sont dans des silos. Donc, que ce soit un silo, ça peut être le CDN, AWS, le mainframe on-premises, un robot dans une usine parce qu'on fait de l'IoT aussi, ou du blockchain, enfin peu importe. J'ai ces datas-là et je peux corréler et poser des questions et casser ces silos et en faire des alertes, en faire du reporting, etc. Et finalement, les clients, en se disant, mais en fait, je peux, là, par exemple, pour la sécurité, je peux faire plein de choses. Et du coup, finalement, nos clients nous ont emmenés à devenir un CIEM aussi. Donc, un système d'information pour les équipes sécu, parce que finalement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais aussi, on faisait de l'observabilité aussi, donc pour la partie ITOps, avant même que ce soit interne. Parce que finalement, on collectait déjà des données d'APM existants. On a des clients qui avaient déjà un APM. Et on allait taper dans l'APM pour remonter les traces, on allait taper les logs, etc. et ainsi de suite. Soit on les cherchait nous-mêmes, soit on se connectait à des outils existants pour pas réinventer la roue. Il y a déjà tout en place et on va. Mais l'idée, encore une fois, c'était de pouvoir corréler, de casser tout ça. Et finalement, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, de le faire nous-mêmes. Du coup, on a rajouté effectivement de l'APM, du RUM, etc. Enfin, toute une suite d'observabilité par-dessus. Mais il faut encore imaginer que Splunk, c'est vraiment une plateforme
dans lequel l'idée, c'est de pouvoir justement avoir cette visibilité de bout en bout. Et moi, je prends souvent l'exemple, en fait, je me méfie beaucoup de la terminologie parce que le bout en bout, ça dépend c'est un peu comme le temps réel, en fait, ça dépend un peu, c'est quoi le temps réel? C'est la milliseconde, la seconde, la nano, le bout en bout, c'est pas juste d'être capable de se dire: «Est-ce que mon application toute seule fonctionne?» C'est-à-dire que si je fais du e-commerce, est-ce que l'utilisateur arrive bien à se connecter, à mettre un produit dans le panier, à payer et puis, il reçoit un email pour dire: «Tout va bien». Aujourd'hui, une approche plateforme de bout en bout, c'est d'avoir dans le même dashboard des alertes et de faire du machine learning pour prédire si tout va bien sur un service entreprise. C'est-à-dire de dire: est-ce que l'appli qui est sur AWS ou peu importe fonctionne? Mais est-ce que les gens peuvent appeler le call center pour donner leur numéro de carte d'identité parce en fait, ce qu'ils ont acheté, c'est le nouveau forfait téléphonique et qu'il faut le faire offline, donc se connecter à un serveur vocal interactif. Est-ce que je peux me connecter à des API de La Poste ou de Colissimo ou de DHL pour vérifier que les cartes SIM ont bien été livrées? Et est-ce que je peux me connecter à un outil d'IoT pour voir que l'antenne, les cartes SIM installées ont bien borné sur le... Et tout ça, on peut le monitorer donc ça, le bout en bout. Donc, on peut aller très large et très précis. Ouais. Mais ça, c'est une conséquence d'avoir démarré comme une plateforme. Donc, on est parti large et puis on détaille. Mais c'est un peu ça l'état d'esprit d'une plateforme. Et donc, du coup, on peut y abreuver toutes les données qu'on Ouais. a et c'est vous après Voilà. qui vous occupez Voilà. d'en faire quelque chose de cohérent, quoi. Ça peut venir d'outils existants. Voilà, l'idée, encore une fois, nous, on s'adresse à toutes les tailles d'entreprise, mais c'est vrai que c'est plutôt les grands groupes qui sont nos plus gros clients. Et il y a tout un existant. Ils ont déjà tel ou tel ou tel outil qui fournissent un bout de l'information. Donc, c'est pour nous une source de données. Et on va se connecter dessus ou alors on va aller chercher nous-mêmes. Aujourd'hui, la tendance, quand même, c'est ce qu'on a vu justement dans l'état de State of Observability, c'est qu'il y a beaucoup de ce que je disais tout à l'heure, plus les entreprises sont matures sur l'observability, en fait, plus elles ont d'outils. Parce que finalement, il faut lever ces inconnus. Et ils sont un peu partout. Aujourd'hui, il y a aussi cette tendance à avoir beaucoup de briques, donc le fameux APM, les logs, les infra-monitoring, etc., mais avec moins de partenaires, on va dire, pour justement faire en sorte que l'expérience des équipes DevOps soit la plus simple possible. Et ça a été ce qu'on a notre démarche la plus récente, c'est vraiment de se focaliser sur casser ces silos, mais de la manière la plus simple possible pour les équipes DevOps. Mais en termes d'intégration, on s'intègre aussi avec tout le CI/CD, enfin tous les outils, les Puppet, les Ansible, les Terraform et tout ce qu'on veut, que ce soit pour vérifier que on va dire les différentes KPI liées à la production du code ou au temps passé à débugger. C'est pas que l'observabilité, on fait plein d'autres choses. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de l'observabilité, mais se connecter à toutes ces sources de données, ça peut donner beaucoup d'insights. Je suis désolé, je suis plein d'anglicisme, c'est pas bien. Jusque-là, ça reste compréhensible. Ouais, mais j'essaye d'éviter, mais bon, des fois, j'y arrive pas. Pardon. Mais voilà, mais d'avoir vraiment toutes ces données qui permettent de justement comprendre non seulement l'utilisateur final, finalement, parce que c'est ça, la disponibilité, la performance de l'infra, du code, etc., mais aussi même en interne. Donc, et surtout, que ce soit, je parle du pipeline CI/CD ou de la posture du DevSecOps quand on commence à rajouter des couches de sécurité au milieu, voilà comment tout ça fonctionne. Est-ce que ça ralentit mon process de livraison du code? Quels sont les impacts une fois que ça passe en prod? Enfin, il y a on peut faire plein de choses avec une plateforme de données, quoi. Ouais, carrément. Et alors, du coup, sur cette expérience que tu peux avoir sur ces sujets-là, est-ce que vous avez plus de clients qui ne mesurent pas suffisamment de choses et qu'il faut accompagner à mesurer plus de choses? Ou est-ce que vous avez plus de clients qui mesurent trop de choses et à qui vous dites, là, c'est un peu taille dans le gras? Non, aujourd'hui, honnêtement, on est dans le cas où il faut rajouter des briques et voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a ce que peut faire la techno et il y a ce que peut faire l'entreprise. Et souvent, la techno peut faire plein de trucs. Mais le problème, c'est que la techno, c'est un outil, ça reste un outil. Donc, il y a les process, il y a les gens, il y a la culture qui fait que. Je parlais tout à l'heure du machine learning et du fait qu'en France, il n'y a que 19% des gens qui ont répondu qui l'utilisent. La techno, elle est là, elle fonctionne. Je parlais de la banque, c'était il y a 3 ans déjà. L'exemple de la banque, j'ai retrouvé son nom, c'est AIB, une banque irlandaise. Ça fait 3 ans qu'ils faisaient de la détection proactive. Mais aujourd'hui, tous les clients ne sont pas à ce niveau de maturité-là. Donc, il faut aussi les accompagner. C'est pour ça que l'idée d'avoir une approche un peu plateforme dans laquelle on rajoute les briques et on les fait dialoguer entre elles et puis on
on prend les bonnes compétences aussi pour mieux comprendre, parce que ça fait beaucoup de changements, hein. On Ouais. a changé la manière de coder, on a changé les infras, etc. Là, on est en train de moderniser l'outillage, etc. Mais après, il faut surtout que les gens aient les bonnes compétences, qu'on les accompagne, même si les outils sont de plus en plus simples. Enfin, ça reste quand même de l'informatique, ça reste quand même un environnement où ça demande certaines compétences et changement culturel. Il y a des sociétés, ça fait 150 ans qu'elles existent, elles fonctionnent pas à la même cadence qu'une start-up dans la Silicon Valley, quoi. Ouais. Est-ce que c'est uniquement une question de, tu vois, le fait que les gens ne mesurent pas suffisamment de choses? Est-ce que c'est uniquement une méconnaissance des capacités de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tous les outils de mesure qu'il y a? Est-ce que c'est, comme tu le dis, effectivement aussi une question qu'on ne le faisait pas avant et donc du coup on ne pense pas forcément à le faire aujourd'hui? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de précipitation en se disant, en fait, tu vois, je ne sais plus si c'était au début de l'épisode ou sur le compilé, mais on parlait du fait que sur l'aspect Ops, c'était sur le compilé, Nicolas qui disait que c'est qu'un sujet d'Ops. Il avait une façon un petit peu d'écarter le sujet. Mais tu vois, tu as aussi cette notion de se dire, en fait, tu as beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des moyens illimités et qui se disent, en fait, côté Ops, je prends du serverless, je prends les trucs auto-managés, auto-gérés, je paye ma facture et basta. Et à côté, je vais recruter 3 devs et leur optique, c'est de chipper de la features. Et donc, du coup, tu vois, tu produis sans forcément, parce qu'en fait, le focus, il est sur faire des nouveaux trucs, avancer, progresser. Et du coup, on ne s'intéresse pas en fait à ce qui est déjà, pour reprendre l'image aussi, c'est on jette le bout de code et puis vous débrouillez après derrière pour que ça tourne, quoi. Oui, après, effectivement, une petite structure et un grand groupe, c'est pas la même chose. Ils ont tous leurs avantages et leurs problèmes, hein, parce que quand on est un groupe, on peut avoir un peu de sous, mais on bouge beaucoup plus lentement. Mais c'est bien de shipper des features, mais moi, les discussions que j'ai avec certaines équipes DevOps et patrons de la prod dans les grands groupes ou de taille même plus petite, c'est ce qui s'est justement passé là pendant la pandémie, c'est que tout le monde était en remote, il va falloir moderniser l'application parce que il faut survivre. Les gens vont plus dans les magasins, etc. Donc voilà, on va vite. On sort de la feature, et puis on passe en prod, et puis on passe à l'échelle, et puis ça plante, et puis on ne sait pas pourquoi. Et finalement, on passe de moins en moins de temps à développer et de plus en plus à débugger parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas trouvé la root cause, on n'avait pas la data, pour prendre l'exemple que tu disais tout à l'heure, etc. Et finalement, ça ralentit un peu. Alors on se dit, tiens, on va moderniser, on va améliorer le pipeline, on va rajouter plus d'automation, etc. Mais ça finit jamais. Parce que tout ça est censé être une boucle. Et le problème, c'est qu'il y a une des boucles qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Souvent, on fait le DevOps un peu comme cette boucle infinie, parfaite et équilibrée. On a beaucoup, ce qu'on voit régulièrement avec beaucoup de clients et d'entreprises, il y a eu beaucoup d'investissements sur la partie, effectivement, shipper le code, parce que, encore une fois, c'est vital pour l'entreprise de shipper du code parce que c'est des applications, il n'y a pas de débat. Mais la boucle côté run, feedback, elle est beaucoup plus petite. Et aujourd'hui, on en est à ce stade-là de dire, ça y est, je commence à être bien sur sortir des features, il y a de l'huile dans les rouages, et le pipeline tourne bien, et effectivement, mes développeurs peuvent directement souscrire aux ressources qu'ils veulent avec leur infrascode, etc. Et puis on se rend compte que finalement, ça plante, on ne sait pas pourquoi, etc. Et il faut se poser des questions parce que c'est en train de réimpacter aujourd'hui la capacité à continuer avec la même cadence. Et aujourd'hui, on est à ce stade-là, quoi, clairement. Donc, c'est une prise de conscience que, pour revenir à la problématique, je pense que c'est beaucoup d'inconnus. Et encore une fois, on a des engagements de service des cloud providers. Donc, ce qu'on voit, c'est des SLA, et ce qu'on voit, c'est des API, et ce qu'on voit, c'est des dashboards tout près. Maintenant, encore une fois, quand on commence à gratter, on a besoin d'un peu plus d'informations que ça. L'architecture, sauf si on est, et encore même quand on est dans on est 100% cloud, on est cloud native, on est à 100% sur un seul cloud provider, c'est déjà pas simple. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises, c'est pas que ça. On sait qu'en moyenne, si je dis pas de bêtises, en France, c'est 2, alors le 25 c'est à cause de la moyenne, mais on utilise 2,25 cloud providers, donc on est dans du multi-cloud et on en est de l'hybride. Il y a toujours un bout qui va finir
quelque part dans le data center de l'entreprise. Plus les autres services ou API qu'on va Ouais, ou utiliser les autres autour. SaaS qui vont, enfin voilà, ça part dans tous les sens, quoi. Et aujourd'hui, cette visibilité-là, si on l'a pas, si on n'en a pas conscience, eh ben ça plante, ou on se retrouve avec énormément d'incidents, on ne sait pas pourquoi. On passe beaucoup trop de temps à débugger ou à troubleshooter, etc. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc aujourd'hui, les entreprises commencent à prendre conscience de ça. Et on essaie de rééquilibrer justement cette fameuse loupe pour que la partie de dev et ops soit à l'équilibre, parce qu'il y a la troisième boucle qui est en train d'arriver, qui est le SEC, la sécurité. Ou encore, on en est un peu au début du DevSecOps. On voit des gens qui mettent du DAST, des outils comme ça pour vérifier que le code, ou du SAST, etc., pour que le code soit en check, parce c'est vrai que on fait beaucoup de copier-coller, voilà, etc. Bah, vérifier qu'il n'y ait pas de petits trucs qui traînent, etc. Mais on en est encore au début de ça aussi. C'est vrai qu'il y a pareil, il y a souvent un décalage entre ce qu'on entend et ce qu'on lit, et puis ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'encore une fois, je ne vais pas simplifier, c'est la techno, mais c'est pas que la techno. C'est les gens, c'est les process, c'est la culture de l'entreprise, c'est tout ça, quoi. Tu as eu effectivement une phrase, alors tu n'écoutes pas le podcast depuis très longtemps, mais du coup, tu as dit à un moment que la techno, c'était juste un outil. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce podcast, moi, c'est une des valeurs fondamentales que j'ai dans cette approche, qui me vient en fait de mon premier stage. Quand je serais mon maître de stage à l'époque, mon premier mentor au final dans ce métier-là, m'a dit bravo, tu as appris un outil, maintenant il faut que tu apprennes un métier. Parce que j'avais appris à coder, mais je n'avais pas appris de métier encore. J'étais tout frais, je sortais de l'œuf, comme on dit. J'avais du lait qui sortait du nez. Enfin, bref, t'as plein d'expressions. Et donc, c'est un truc que moi, je porte et que je dis souvent sur ce podcast, c'est que la techno, c'est avant tout un outil. Et il faut apprendre un métier, il faut apprendre un environnement dans lequel on va l'appliquer. Que c'est pas une finalité en soi, quoi. On est complètement synchro là-dessus. Et puis, même l'IT au sens général du terme, on fait pas de l'IT pour faire de l'IT. Après, on est là pour servir une entreprise qui propose des services ou vend des produits ou fait autre chose, une association ou une administration, peu importe, mais on est là, enfin c'est ça la finalité. On code pas que pour coder, même si on adore faire ça, ou on fait pas de l'infra parce qu'on adore, enfin on aime ce qu'on fait, c'est pas le problème, mais la finalité elle est autre, et parfois c'est bien de se le rappeler, quoi. Ouais. Pour terminer sur ces sujets, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une ressource, un contenu, un site, une chaîne YouTube, un podcast peut-être même, que tu recommanderais pour approfondir tous ces sujets d'observabilité? Bah, après, il y a pas mal de choses. Alors, il y a cette fameuse étude qui est disponible sur le site web, sur splunk.com, sur le State of Observability 2022, juste pour avoir un peu l'état des lieux. Après, il y a là, bientôt, là, ça va être notre conférence annuelle qui s'appelle .conf, qui peut être assez intéressante parce que c'est pas... l'idée, c'est pas que parler de Splunk ou autre. Il y a beaucoup de retours d'expériences de clients, notamment sur les sujets d'observabilité. Il y a plein de tracks, il y a plus de 200 et quelques sessions. Enfin voilà, il y en a un sacré paquet. Il y en a pour tous les goûts. Certaines très techniques, d'autres plus sur les tendances, d'autres avec beaucoup de retours d'expérience clients, organisés par sujet, que ce soit la sécu, le DevOps, l'observabilité, etc. Parfois par même secteur d'activité. Je sais pas si les gens qui nous écoutent sont dans l'industrie, il y a des trucs plus pour l'industrie. Enfin voilà, il y a plein de tracks comme ça, et il y a une partie qui est disponible en ligne, en live. On peut se connecter et voir pas mal de choses. Donc ça peut être déjà une source d'information, pourquoi pas. Ok, très bien. Aussi une question importante, est-ce que vous avez un shop où on peut acheter ton t-shirt? Alors c'est une bonne question. Alors juste pour la petite anecdote, écoute, si j'arrive à en trouver un, je t'en enverrai un. Mais on en a plein. Je vous engage à jeter un coup d'œil sur Internet. Vous tapez Splunk T-shirt Company, parce qu'en fait les gens ont tellement aimé. Il y a toute une série de t-shirts. Okay. Mais quand on a fait une série avec des employés, moi je crois que c'est des acteurs. La première fois que j'ai vu, tellement ils étaient bons. Mais c'est des employés et c'est assez drôle sur la T-shirt Company. Je crois qu'il y a un shop. Il faudra que je trouve l'URL. Je l'ai envoyé. Disponible, où on peut acheter plein de trucs. Il y a plein de différents t-shirts comme ça, assez rigolo. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, Stéphane donc a un t-shirt noir où il y a écrit en blanc très sobrement devant Log, I am your father, et donc forcément tout un ensemble de références. Moi, je suis fan, donc, donc je suis preneur d'un t-shirt. Voilà, je passe le message officiellement. Je vais voir ce qu'on a. Moi, il y en avait des Français aussi à un moment. Je m'en souviens qui m'avaient fait beaucoup rigoler.
C'était plus pour la cybersécu, parce qu'on en fait aussi beaucoup, et ça s'appelait il y a trop gens, comme un Trojan, il y a trop gens qui t'aiment, mais qui ne le savent pas. Enfin bref, voilà. Ça me Il plaît, y a des références un peu dans ce genre-là, c'est parfois de l'humour un peu, mais moi j'aime bien. Ouais. Très bien. J'aurais une dernière question aussi Ouais. pour toi, qui est la question rituelle du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, j'ai pas tant d'expérience de développeur, donc j'ai dû me renseigner un petit peu, pour être tout à fait honnête. Mais de ce que j'en ai vu, il y a un concept que j'adore, c'est la réversibilité. Donc je vais dire tab, parce qu'apparemment, c'est quand même plus simple pour la réversibilité. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On va s'arrêter là pour la partie podcast, mais restez en ligne sur le live si vous avez encore des questions. Je vous remercie aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. Vous le savez, les logs, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc vraiment, suivez vos logs, lisez-les, les traces aussi, les différents métriques. Intéressez-vous à l'observabilité, c'est important pour la survie tout simplement de votre application. Donc partagez ce podcast autour de vous, je vous en remercie. Rejoignez-nous sur le Discord, qui est aussi une communauté sympa avec plusieurs centaines de devs. Venez l'alimenter, l'enrichir, l'animer, ça fera toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.